pour la suite. Il faut simplement que tu me redonnes accès du coup pour Ah que je puisse pardon. partager. Déjà, j'ai réussi à faire plein de choses. Je me dis: «Ouh là là, c'est un grand jour aujourd'hui». Magique, Delphine. Non, mais moi, je suis tellement vieille que je dis: «C'est trop beau, quoi». Voilà. Alexandre, Oui, j'ai une petite question en parallèle en attendant que ça se bien relance. sûr, bien sûr. Tu parlais de Wix et moi je suis sur Squarespace. Ouais. Toutes ces plateformes, ça pénalise pas un peu le SEO face à Google? Bah, justement, effectivement, c'est ça. C'est que, alors, Squarespace, d'un point de vue SEO, c'est assez bon, en fait. Mais c'est un peu, en fait, ce que je voulais indiquer auparavant. Alors, effectivement, j'essaye de résumer le maximum parce que j'ai du coup pas beaucoup de temps. Mais effectivement, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le choix technique va faire qu'on va être potentiellement entravé sur les résultats SEO potentiels dès le départ. Par exemple, et c'est vrai avec WordPress également, hein. Par exemple, notamment quand on choisit par exemple certains page builders pour pouvoir créer son contenu, déplacer son contenu, etc. Par exemple, si on prend du Divi ou des Elementor, alors c'est des page builders qui sont très connus et qui sont assez performants, mais en fait, ça va surtout créer des surcouches supplémentaires en termes de code. Et ça, même si c'est invisible pour les visiteurs, en fait, bah, pour Google, ça va être impactant. Donc, on va notamment avoir des requêtes qui vont tourner. Est-ce que vous voyez mon écran là du coup? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, du coup, il y a des requêtes supplémentaires qui vont être ajoutées et tout ça finalement va pénaliser le site web, ouais, en termes de Donc ça serait, performance, j'entends. donc ça serait mieux d'avoir un site en code directement que de passer par des plateformes comme Alors, ça. ouais, dans un monde idéal, il y a, le fait d'avoir quelqu'un qui développe le site, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Après, il faut toujours faire attention. Alors, pour moi, en tout cas, souvent, ce qui peut être intéressant, c'est un développeur ou quelqu'un qui a vraiment des compétences pour pouvoir même le faire potentiellement soi-même, si possible, en fait. Parce qu'effectivement, on pourra, même si les solutions comme WordPress sont bien conçues, etc., rien ne pourra être mieux que quelque chose qui va être développé en sur-mesure. Après, là où ça peut être un peu dangereux, c'est quand on fait développer à 100% un site par exemple, quelqu'un de tiers, si jamais on n'a pas les compétences. Lorsqu'on veut rajouter certaines pages ou certains Mmh. éléments, etc., c'est vraiment un lien de dépendance également qui peut être un peu… C'est alors, volontaire, hein. C'est souvent voilà. volontaire, hein. Et voilà Donc, pourquoi je voilà. suis sur Donc, sous du coup, Squarespace. Mmh. ouais. Voilà, c'est pour C'est ça. Donc, que du coup, effectivement, le fait d'avoir quelque chose qui soit parfait, ou en tout cas codé à 100%, vu qu'on perd justement un parti de dépendance, en fait, ben, on est un peu plus dépendant, ça peut poser un peu plus de problèmes, disons. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu, se former si on le souhaite. euh, ou pas, ou sinon, moi je sais que par exemple avec mes clients, la plupart du temps, notamment ceux qui souhaitent justement bien créer du contenu, créer des pages eux-mêmes, être capable également de prendre la main sur certaines choses. Bah, par exemple, WordPress, c'est vrai que ça fonctionne quand même assez bien. Donc, du coup, j'ai vraiment tendance à les pousser vers ce genre de solution. j'entends, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Du coup, une fois qu'on a fait le choix du CMS, l'élément qui va être intéressant, effectivement, c'est le choix du thème. Et du coup, bah, ça va permettre de recouper un peu avec ce que je viens de dire auparavant. Moi, par exemple, ce que j'ai toujours tendance à… Alors, le thème, à quoi ça sert déjà? Le thème, c'est ce qui va vous permettre de designer, disons, votre site web pour qu'il devienne beau. Donc, voilà, donc que ça soit avec un design sympa, etc. Euh, Pourquoi est-ce que le thème va être important? Parce qu'en fait, également, bah, pourquoi est-ce que ça va avoir un impact? Parce que pareil, en fait, en fonction du thème que vous allez choisir, puis finalement, il y a certains thèmes qui vont être plus ou moins bien codés. Voilà, il y a des choses plus ou moins exotiques également que vous allez pouvoir retrouver sur des thèmes. Moi, ce que j'ai souvent tendance à recommander aux gens qui se lancent ou à mes clients également, c'est potentiellement d'avoir des thèmes qui vont être assez répandus. Par exemple, je pense notamment au thème Avada, qui est un thème qui est le thème le plus vendu, notamment sur WordPress. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, on s'assure notamment par défaut que c'est des thèmes qui vont être maintenus également au fil du temps. Donc voilà, ça évite le fait d'avoir des thèmes parfois qui sont assez peu connus, etc. Voilà, du coup, ça va pas être, il n'y aura pas forcément, si jamais vous avez des questions, vous n'allez pas forcément avoir également de service client, etc. Et ça va pas forcément également être bien codé également. Donc voilà, moi par exemple sur le site de Tweno, je suis passé, donc du coup, j'étais sur Avada. Maintenant, je suis passé
sur un thème qui était conçu pour la vitesse et qui est assez bien conçu également, qui s'appelle GeneratePress. Donc, du coup, si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. J'ai fait pas mal de benchmarks avant, justement, pour pouvoir trouver le thème qui me convenait. Mais en fait, pour moi, justement, le fait d'avoir un thème qui soit ultra light, donc vraiment conçu pour aller vite, moi, par exemple, je suis passé d'un site qui chargeait en un peu plus de 3 secondes. Et aujourd'hui, je suis à moins d'une seconde. Alors après, il y a eu d'autres changements également. Et j'ai fait aussi pas mal d'éco-conception sur mon propre site pour pouvoir réduire le temps de chargement. Mais du coup, voilà, c'est des éléments qui vont avoir, tous ces éléments-là vont avoir un impact. Alex, on a un commentaire de Geneviève. Est-ce que tu veux qu'on le voit après ou on le voit maintenant? Si c'est relatif à ce que je viens de dire, autant le voir maintenant. C'est sur son CMS. Elle dit que Alors, son mon CMS, Storyblock est galère, apparemment. Ouais, après, effectivement, c'est pour ça. Alors, c'est un peu comme pour un peu comme pour le thème, en fait. Moi, le fait d'avoir des CMS qui sont assez répandus, etc., permet quand même d'avoir effectivement beaucoup de contenu également, surtout si vous le faites vous-même, en fait. Si vous le faites vous-même, le fait d'avoir des ressources que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube, des ressources même en anglais ou en français, ou également sur des articles de blog. Surtout si vous faites votre site vous-même, à mon sens, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors après, vous pouvez faire des choix alternatifs parfois si vraiment ça répond parfaitement à votre besoin. Après, euh, pour moi, en fait, je pense qu'il y a un peu un effort à faire, souvent en tout cas, se dire que peut-être qu'il y a des solutions qui vont répondre à 95% à vos besoins. Par exemple, un site sur WordPress avec un thème qui va être rapide, etc., ça peut correspondre à 95% de ce que vous voulez, mais jamais à 100%, parce que du coup, alors vous pouvez après faire appel à des développeurs, mais du coup, ce fait d'arriver à 95% et pas à 100% ferait passer du coup par un développeur, et donc du coup, vous pouvez y perdre un peu au change en termes justement de capacité à faire les choses vous-même et d'être un peu plus, même beaucoup plus dépendant en fait. Donc après, à voir en fonction de vers quoi vous souhaitez tendre. On s'en Et de parlera votre... pour moi en off, hein, si tu veux bien, Alex. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce Alexandre, que c'est on peut vrai que rajouter que c'est une question de moyens et d'ambition aussi, quoi. ouais. C'est-à-dire que Comment? c'est une question de moyens et d'ambition également. Exactement. Ouais, C'est-à-dire tout à que fait. si on démarre avec une petite entreprise, une solution comme Wix pour démarrer peut être intéressante parce que c'est très facile. Et la solution ultime, c'est le site en code, comme tu l'as précisé. Et là, ça Ouais, demande beaucoup de moyens, ça demande d'avoir effectivement une équipe ou un prestataire qui sait gérer ça. ouais, Et la bonne personne, ouais. Voilà, la bonne personne. Donc voilà, la solution intermédiaire, je pense que c'est le CMS. ouais, Et, exactement. ça se gère bien et c'est vrai que WordPress est une bonne entrée en matière. Il n'y a pas forcément besoin d'être très fort en technique et en développement. Ouais, exactement. Moi, alors, ce que j'ai fait, par exemple, lorsque j'ai lancé mon agence, c'est qu'en fait, j'ai décidé de jouer la carte de la transparence. Et du coup, j'ai enregistré littéralement l'ensemble de la création de mon site web. Et je l'ai publié, du coup, j'ai publié toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je voulais montrer également qu'en fait, il y a un mythe, alors, maintenant qui commence un peu à s'éroder avec le temps, mais sur le fait effectivement qu'il faille absolument savoir coder pour avoir un site web. Bien évidemment, aujourd'hui, avec le no-code et avec les CMS qui sont présents aujourd'hui, on n'a pas besoin du tout de savoir coder. On peut avoir des résultats tout à fait décents, voire même très, très bons par rapport à ça. Donc, effectivement, tout dépend du temps qu'on est prêt à investir, de l'enveloppe également budgétaire qu'on peut avoir. Mais en fait, l'important pour moi, notamment par rapport à ce que je disais sur Wix et sur WordPress, c'est que par exemple, Wix, ils sont très bons en termes de communication à proprement parler. Si vous avez regardé un peu de contenu sur les sites web, notamment sur YouTube, il y a fort à parier que vous ayez reçu des vidéos de Wix, donc ils sont très bons en communication. Vous allez voir des architectes qui sont très stylés, qui vont vous dire à quel point c'était facile pour eux de créer un site sur Wix. Après, en fait, au-delà de ça, avoir en fait, lorsqu'on crée son site web et avoir directement dans l'idée que bien finalement ce site web là a pour objectif de faire venir du monde, et pour pouvoir faire venir du monde, il faut que le site web soit bon en SEO. C'est quelque chose qui est absolument qui est super important, et du coup l'idée c'est d'éviter de passer à côté justement en prenant en compte en prenant un choix dès le départ avec un outil qui va pas forcément être le plus performant sur le moyen long terme.
Alors, en SEO, donc demain commence aujourd'hui. Donc là maintenant, je vais vous parler des tendances, alors soit futures, soit actuelles, qui vont se renforcer de plus en plus par la suite. Donc du coup, je vais vous parler de EAT, de RankBrain et de Vocal. Alors, l'EAT, ça veut dire expertise, authority et trust, hein, donc confiance en français dans le texte. Donc, du coup, en fait, c'est une autre manière pour Google de parler de marque. Ce que je veux dire par là, c'est que Google fait confiance aux marques parce que finalement, les marques permettent justement arrivent justement à générer de la confiance auprès d'elles. Et du coup, l'objectif quand on crée un site web aujourd'hui, ça va être de faire en sorte de montrer son expertise, de créer de la confiance et de créer de l'autorité. Pour pouvoir faire tout ça, bien évidemment, par exemple, le fait d'avoir un blog où vous allez pouvoir démontrer votre expertise, mais finalement, c'est une bonne chose ou une bonne manière de faire. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui que la marque est quelque chose d'absolument capital. Et bien évidemment, il y a une différence, par exemple, quand on tape sneakers blanches ou quand on tape directement Adidas blanche avec typiquement le modèle qu'il peut y avoir derrière. Donc, ça, c'est des signaux en fait, de confiance qui vont être captés par le moteur de recherche et qui vont permettre justement à votre site web, au fur et à mesure, de gagner en visibilité. Quand on a un site web et quand on a une marque aujourd'hui, le fait effectivement en tout cas de construire son site web en ayant dès le départ comme objectif de renforcer et de créer une marque sur le moyen et long terme, en tout cas à mon sens, ça me semble absolument indispensable pour pouvoir faire rayonner son entreprise Exact. dans le temps. Alors là, je vous ai donné notamment des chiffres. Alors, c'est des chiffres qui sont un peu anciens, mais du coup, c'était notamment lorsque moi, j'ai monté mon entreprise au bout de 6 mois. Du coup, vous voyez, hein, donc c'est un site que j'ai créé. Là, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que ma marque a été lancée. Mais du coup, ce qui est toujours marrant, c'est de voir depuis Google Search Console, le fait que même lorsque votre marque a été créée depuis finalement assez peu de temps, vous allez pouvoir avoir la possibilité de voir combien de personnes ont tapé votre mot-clé de marque et combien de personnes également se sont rendues sur votre site web. Donc voilà, ça permet globalement également de voir si jamais le branding que vous avez pu faire au fil du temps, au fur et à mesure, finalement paye au niveau de votre visibilité. Donc, première chose qui est importante, c'était la marque. Deuxième chose qui est importante avec Google et qui est actuellement mis en place et qui va se renforcer encore plus, c'est notamment ce qu'on appelle RankBrain. Donc, RankBrain, c'est rien d'autre que l'intelligence artificielle. Auparavant, on pouvait dire, effectivement, ça, vous voyez là, dans le visuel que j'avais créé, ça date d'il y a un peu plus de 2 ans, et bien finalement, j'indiquais qu'il y avait des évolutions de l'algorithme, à peu près 500 changements d'algorithme par an. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne pourrais plus écrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme est en changement permanent. Voilà, donc du coup, là, on évolue sans arrêt. Alors, l'évolution et l'intelligence artificielle, ça vient d'une raison assez simple au départ. C'est notamment le fait que, là, comme vous pouvez le voir ici, les requêtes finalement deviennent de plus en plus longues. Voilà. Donc, elles sont de plus en plus longues, d'une part, et d'autre part, il y a de plus en plus également de requêtes uniques qui sont tapées dans le moteur de recherche. Donc, du coup, on n'est plus aujourd'hui à simplement taper un mot-clé ou alors on peut taper 2 mots-clés, hein, mais voilà, ça va devenir de plus en plus long. Pourquoi? Parce qu'on attend des réponses beaucoup plus précises également. Donc, par conséquent, il va falloir gérer également ce flux d'informations et donc l'intelligence artificielle va être là pour ça. Même chose pour les requêtes finalement qui sont des requêtes uniques, donc du coup qui ont été tapées pour la première fois dans le moteur de recherche. Autant quand c'est des requêtes finalement qui ont déjà été tapées, du coup le moteur de recherche peut réussir à faire des analogies pour pouvoir proposer finalement les meilleurs résultats. Par contre, quand c'est vraiment la première fois, et du coup il y a un travail beaucoup plus de fond qui va être à fournir. Et du coup, l'intelligence artificielle permet ça. Comment ça fonctionne concrètement? Et du coup, lorsque, par exemple, là, on va revenir sur l'exemple de tout à l'heure, donc tarte au citron, on va taper tarte au citron dans Google et finalement, Google va proposer différents types de résultats. Et en fait, le moteur de recherche va voir que, par exemple, lorsque les gens vont cliquer sur le premier résultat, le moteur de recherche se rend compte que les gens restent peu de temps sur le site et reviennent
quasiment immédiatement sur Google pour pouvoir cliquer sur le deuxième résultat ou le troisième résultat, etc. En fait, le moteur de recherche va se dire, par conséquent, eh bien, ça veut dire que le premier résultat que je propose, finalement, ne permet pas de répondre aux besoins des utilisateurs. Si ça ne permet pas de répondre aux besoins des utilisateurs, les utilisateurs ne vont pas forcément être contents. Donc, l'objectif du moteur de recherche, c'est de donner la meilleure réponse disponible sur le web. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le site web qui était en deuxième résultat ou en troisième résultat, etc., et bien du coup, le moteur de recherche va faire des tests. Et va du coup, sur les différents types de critères de classement, le moteur de recherche va changer les critères de classement au fur et à mesure pour pouvoir réallouer les différents résultats et ainsi être capable justement de proposer ce qui devrait être vraiment le meilleur résultat en haut. Et donc voilà, c'est vraiment un des changements qui se font en continu à l'heure actuelle. Donc, pour pouvoir comprendre également cet élément-là, il y a un élément à comprendre, c'est notamment ce qu'on appelle le dwell time. Donc, le dwell time, d'ailleurs, c'est le même fonctionnement avec LinkedIn. LinkedIn, c'est basé là-dessus pour faire évoluer son algorithme. Mais du coup, Google, en fait, lorsque vous allez cliquer, par exemple, sur le premier résultat et vous restez, admettons, 5 secondes, vous revenez sur Google. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième résultat, vous restez 5 secondes, vous revenez sur Google ensuite. Et enfin, vous allez sur le troisième résultat et là, vous restez 5 minutes, 10 minutes. En fait, ça, pour le moteur de recherche, du coup, c'est un signal qui est intéressant, en tout cas qui prouve que le résultat 3 est susceptible d'intéresser longuement les visiteurs. Par conséquent, eh bien, c'est un résultat qui est un peu plus pertinent que les deux premiers résultats. Et du coup, en le faisant à forte volumétrie, avec beaucoup de monde, etc., il est fort à parier que le résultat 3, finalement, passe devant à un moment donné pour devenir le résultat numéro 1. Donc, du coup, ce que j'ai dit de manière indirecte ici, c'est j'ai parlé de taux de rebond. Donc là, le fait de cliquer sur le premier résultat, boum, on revient en arrière. En fait, on fait un rebond, du coup, sur la page d'accueil, etc. Autre chose au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que effectivement, le moteur de recherche peut deviner en partie, en tout cas, ce que vous cherchez. Donc, vous avez sans doute déjà fait l'expérience de taper un mot-clé du coup et d'avoir justement le prolongement des autres mots-clés ou de la suite de la requête. Donc, pareil, c'est basé sur une grosse volumétrie également. Même chose, faites le test, par exemple, en tapant mammifère, long cou, Afrique. Et en fait, vous allez pouvoir voir justement qu'on n'est plus du tout sur quelque chose un moteur de recherche un peu à l'ancienne, où il fallait vraiment avoir pile le bon mot-clé pour pouvoir que le moteur de recherche comprenne de quoi il s'agit. Si vous tapez mammifère, long cou, Afrique, et bien finalement, le moteur de recherche va comprendre que vous parlez de girafe et donc va vous proposer une réponse par rapport à la girafe. Du coup, d'où l'importance également d'éviter ce qu'on appelle le keyword stuffing, autrement dit la répétition du même mot-clé. On n'en est clairement plus là aujourd'hui. Si vous voulez être bien positionné sur tarte au citron, le fait de répéter 15 fois ou 100 fois tarte au citron dans un contenu, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, le fait d'élargir le champ sémantique, ça peut être intéressant justement. Donc du coup, le fait de trouver des synonymes, bref, avoir finalement un texte comme on voudrait l'avoir d'ailleurs quand on est des humains. Le fait d'avoir sans arrêt des répétitions, c'est quelque chose d'assez désagréable. Par contre, effectivement, le fait d'avoir des synonymes, des variations autour du mot-clé peut être quelque chose d'un peu plus pertinent et intéressant. Dernière tendance dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la recherche vocale. Donc, j'entends par recherche vocale tout ce qui va être Google Home et également sur le téléphone. Alors, du coup, concrètement, là, vous n'allez peut-être pas forcément avoir le son. Donc, du coup, là, je dis funnel de vente en vocal. Et après, du coup, le moteur de recherche va directement venir me prendre ce texte qui est ici et le donner en fait en vocal également. Donc, ça, c'est pareil, ça paraît peut-être un peu futuriste pour certains d'entre nous. Mais ce n'est pas le cas, en fait. C'est que l'objectif, et d'ailleurs l'évolution de Google, c'est un moteur de recherche qui évolue et qui devient un moteur de réponse. Et du coup, l'objectif pour Google, c'est de faire en sorte que lorsqu'on se pose une question, et notamment vocalement, qu'on ait la possibilité de trouver la meilleure réponse qui va être disponible. Et donc, le fait de proposer et de construire son contenu
pour le vocal, c'est quelque chose également qui va être intéressant, qui est intéressant à faire aujourd'hui et qui va se renforcer encore plus par la suite. Alors, une des raisons d'ailleurs, hein, pourquoi est-ce que le vocal va se développer, hein, c'est notamment voilà, la recherche vocale est 3,7 fois plus rapide que la saisie. Donc, du coup, c'est simplement pour une raison de praticité. C'est vraiment beaucoup plus simple finalement et sans doute beaucoup plus intuitif également de poser une question depuis son téléphone plutôt que de taper à proprement parler la chose. Et du coup, ça veut dire également que sur la construction à proprement parler du contenu, eh bien, la manière finalement de faire ce contenu-là, quand on essaye d'être bien positionné sur les recherches vocales, ça va être un peu différent. Donc, par exemple, notamment, en fait, souvent, la manière dont on parle et la manière dont on écrit peut être un peu différent, en fait. Du coup, le fait de proposer des mots-clés qui soient issus du langage naturel, ça peut être quelque chose d'intéressant. Le fait de vraiment, par exemple, mettre des questions au sein de votre contenu. Donc là, par exemple, comment la recherche vocale change le SEO? Ça peut être des questions justement que les gens peuvent se poser et pas simplement avoir un titre du style recherche vocale deux points et en SEO, recherche vocale en SEO. Donc le fait de poser directement la question permet justement d'augmenter nos chances d'être visible également sur la partie vocale. Moi, j'ai développé un outil, du coup, qui s'appelle People Also Ask. Donc, si vous allez sur le site de Tweno et que vous tapez un mot-clé, en fait, vous allez avoir les différentes questions que les gens peuvent se poser par rapport à ce mot-clé-là. Alors, ce n'est pas exactement comme en Swerve public. Là, les informations les questions que je prélève sont des questions qui viennent directement de Google. Donc, par exemple, si vous tapez un mot-clé dans Google, parfois, vous pouvez avoir les autres questions posées qui va être présente. Donc, du coup, cet outil-là permet de faire une extraction. Et ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, si vous tapez, je ne sais pas moi, par exemple, le mot-clé miel, vous allez avoir l'ensemble des questions que les gens se sont posées et que Google, du coup, a identifiées. Et ce qui peut être intéressant, et du coup, ça va être vraiment de créer un ou des contenus par rapport à cette problématique-là et par rapport à ce mot-clé en question. Alors, autre élément également d'un point de vue SEO, ce qui peut être intéressant, c'est donc de mettre la question et ensuite de mettre une réponse qui va être relativement courte. Donc, notamment de mettre, moi, c'est plutôt une sorte de paragraphe d'introduction, donc avec, si possible, un peu moins de 29 mots. Et l'idée, c'est de faire en sorte de répondre de la manière la plus concise et précise possible à la question. Et après, sur les paragraphes du dessous, de vraiment déplier justement la réponse pour pouvoir apporter beaucoup plus d'éléments, etc. Mais du coup, question, un paragraphe, disons, d'introduction pour pouvoir répondre de la manière la plus synthétique. Et après, si vous avez besoin de développer beaucoup plus, eh bien là, on peut en mettre beaucoup plus dans les paragraphes du dessous, en fait. Donc voilà, donc alors en termes de conclusion, qu'est-ce qui est important en SEO? Bien évidemment, c'est le contenu, la régularité et également la popularité, donc le fait d'obtenir des backlinks. Notamment si vous vous lancez au départ, alors dans un monde idéal en SEO, il faudrait faire de la quantité et de la qualité. Ce qui fonctionne, ceux qui arrivent le plus à émerger en SEO, en tout cas les plus gros sites, sont souvent des sites web qui arrivent à faire les deux. Quand on démarre, c'est souvent difficile de réussir à faire les deux. Donc, prioriser sur la qualité du contenu à proprement parler, toujours vérifier qu'au niveau technique, les fondamentaux soient propres, donc notamment en termes d'hébergement, bon choix du CMS, bon choix du thème, et bien évidemment plein d'autres choses. Et surtout, soyez méthodique et déterminé. Voilà pour moi. Eh bien, merci. On va passer aux questions-réponses. J'avais encore une petite question. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou c'était une légende. Quand tu fais de l'AdWords, quand tu payes, Oui. quoi. Quand Oui. tu payes et si tu arrêtes de payer et que tu veux te focaliser sur le SEO, est-ce que c'est toujours d'actualité que Google blacklist, je ne sais pas comment le dire, mais en Ouais. gros, te Déréférencé ou un pénalise, truc comme quoi. ça. Ouais. Ouais, alors du coup, la position officielle de Google, c'est de dire que le SEA, donc la publicité, et le SEO, donc référencement naturel, sont deux univers complètement différents.
Cependant, en fait, alors donc, du coup, il n'y a pas de lien direct entre le SEO et le SEA. Par contre, il y a un lien qui est indirect. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si tu investis un gros budget publicitaire où tu fais vraiment énormément de branding, etc., les gens vont voir ton contenu et ils vont voir ta pub. Ils ne vont peut-être pas forcément cliquer sur ta publicité. Par contre, si, entre guillemets, tu es très insistant et tu es très agressif sur ta publicité, à un moment donné, quand ils en auront le besoin, du coup, ton nom de marque va leur revenir en tête. Et là, en fait, ils vont taper le mot-clé en SEO et donc ils vont tomber sur ton site web. Donc, du coup, il n'y a pas de lien, il y a un lien indirect, en fait, entre les deux. Mais en tout cas, Google, à aucun moment, a attesté le fait que quand on fait de la publicité, ça améliore nos positions en SEO. D'accord, merci. C'est le but du martèlement, que ça soit en télé ou n'importe où, de toute façon. Ça te permet en fait d'avoir une présence à l'esprit et de garder en mémoire. Et c'est ce que je répète. Enfin, c'est valable, a priori, tu vois, finalement, en moteur de recherche. Mais c'est Ouais. pareil pour les gros quand ils veulent être vendus, quoi. Que tu sois Mercedes, Coca ou un Kellogg's ou un Ferrero, hein, ils n'ont jamais arrêté de faire de la publicité. Et pourtant, ils pourraient se permettre. Mais on est très vite oublié. On est dans un monde de zapping total, là. Voilà. Ouais, totalement. Après, on peut dire que le trafic entraîne le trafic. Et là encore, C'est un clair, lien. c'est clair. C'est un cercle vertueux, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas le lâcher, en fait, quelque part. On peut peut-être le diminuer, peut-être par période. C'est pour ça que de toute façon, c'est souvent, on n'a jamais un seul temps fort quand les gens sont ou en grande surface pour faire de la promo ou en télé ou en radio. On essaye toujours, en fait, de faire plusieurs choses à 2 temps forts différents dans l'année. Après, selon les marques, il y a des gens qui préfèrent être en février-mars, et d'autres, ça va être plus au printemps, et d'autres, c'est plus septembre-octobre, ou fin d'année, ça dépend qui ils sont, qui ils touchent, ce qu'ils veulent faire. Donc moi, je travaillais pour des marques, en fait, où j'ai toujours travaillé avec 2 temps forts, et que ça soit uniquement en promotion des ventes avec un peu de digital, ou même en 360. Voilà. Et en même temps, l'avantage, c'est que ça te permet, quand tu as 2 temps forts et que tu démarres, quand c'est des gros budgets, ça te permet de faire des réglages avec la télé, des post-tests, de voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, hein, et même d'améliorer. En fait, le but, c'est ça, c'est d'améliorer. On est toujours en optimisation totale au fil du temps. Voilà. Ce qu'on peut rajouter, c'est que les deux approches sont complémentaires. C'est-à-dire que le SEO va permettre d'avoir un trafic qualifié, donc avec des taux de conversion qui sont très bons. Et on peut compléter avec du SEA pour toucher d'autres profils. Exact. Mais on ne va pas les rediriger sur le même contenu, évidemment. C'est clair. Et c'est même une question de temporalité, en fait, pour moi. C'est-à-dire que le SEO, dans tous les cas, on est plutôt sur des logiques de moyen-long terme. Et quand on démarre un site web, en fait, si on veut vraiment avoir des clients tout de suite, effectivement, ça va pas être le SEO qui va être la bonne réponse dans l'immédiat. Donc, du coup, souvent, c'est la bonne méthode, la bonne approche, c'est de lancer son SEO dès le départ, parce que justement, il faut le temps que ça mouline, etc., avant de commencer à avoir des résultats. Et en attendant, justement, on se lance avec de la publicité. Et à un moment donné, justement, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe dans un premier temps en SEO, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le SEA, et à un moment donné, les courbes vont se croiser, et d'un point de vue, même d'un point de vue financier, le retour sur investissement est bien plus intéressant avec le référencement naturel qu'avec la publicité. La publicité, ça peut quand même coûter assez rapidement, assez cher. Donc, du coup, voilà. Mais donc pour moi, la différence, c'est vraiment une question c'est complémentaire, mais c'est aussi une question de temporalité par rapport à son activité et par rapport Oui, à ça son dépend ce lancement qu'on de veut site web. faire, mais c'est clair qu'on n'est pas là pour faire en principe du one-shot. Et c'est pour ça que moi, je le répète à certains qui pensent que c'est la solution idéale et tout le temps, les fameux ads, parce que certains, en fait, essayent de faire croire en fait, que c'est la solution miracle. C'est pas la solution miracle, c'est l'addition de plein de choses. Enfin, c'est comme tout pour tout. En fait, c'est de la persévérance, de la détermination, d'être au bon endroit au bon moment. Et je pense que ça s'ancre en fait comme ça dans le temps. C'est jamais sur du court terme. Il faut faire les choses sur du long terme. Il faut voir loin. Et c'est clair que si tu fais des ads et que tu as un référencement, pas pour le coup naturel, mais je parle d'un référencement pour le coup produit, qui n'existe pas et tu es nouveau, les gens ne te connaissent pas, en fait, ils ne savent pas qui tu es. Il y a peut-être d'autres démarches à côté à faire. Est-ce qu'il ne faut pas que tu ailles rencontrer le public, faire ou de la dégustation ou de l'échantillonnage pour que les gens, ça dépend si c'est de la bouffe, par exemple, ou de la cosméto. Enfin, voilà, après, ça dépend qui on est. Forcément, il faut adapter, hein. Mais c'est clair que, voilà.
Ça y est, on est reparti encore avec un compte à rebours. Donc, mais là, je suis contente parce qu'au moins, ça touche à sa fin. Moi, j'ai juste une petite question qui est technique, qui n'a rien à voir avec ça. J'espère juste que mon Zoom a bien été enregistré tout à l'heure parce que j'ai oublié de cliquer sur stop. Il est marqué en recording, donc c'est bon. Non, celui-là, oui, mais c'est le précédent. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Quand il s'arrête, quand tu quittes ton Zoom, Hmm. c'est comme si tu avais arrêté ton enregistrement. En fait. Très bien, ok, super. D'accord. Est-ce qu'on a des questions? Par rapport à cette thématique-là, SEO, SEO, SIA, j'ai remarqué, moi qui suis à la recherche d'un poste, que c'est du coup une double casquette qui est pas mal recherchée ces derniers temps. Notamment, ce que j'ai mis un peu dans la conversation, sur des méthodes non pas, du coup, on fait du SEO puis du SIA, mais on fait du SEO et du SIA, donc en méthode de synergie. Mais j'ai l'impression qu'on est encore dans des phases de test, parce que moi j'ai entendu parler de cannibalisation, donc si en gros on achète certains mots-clés derrière pour se référencer en SEO, c'est compliqué, voire carrément impossible. Je ne sais pas, vous, chez Twino, comment vous, à mon avis, tu disais que vous faisiez que du SEO, Ouais. mais du coup, Alors, tu as une vision un peu là-dessus ou... ouais, alors tout à fait. Alors moi, c'est des conversations que je peux avoir assez souvent, même avec des gens qui font de la conversion pure. C'est que pour moi, en fait, pour la publicité, une publicité devrait aboutir sur une landing page, en fait. Donc, du coup, un contenu qui va vraiment être, une page qui va vraiment être dédiée à une seule chose, la conversion à 100%. Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que tous les liens qui vont être sur la landing page vont être retirés. Il y aura peut-être même potentiellement pas de menu. On veut, en fait, la landing page, c'est assez simple. On veut soit que les gens consomment, soit qu'ils partent. Il y a vraiment, il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y Alors a pas que de finalement, maillage, avec... Comment? il n'y a pas de maillage aussi, au final. Voilà, du coup, il n'y a pas du tout de maillage. Alors que du coup, et puis même d'un point de vue SEO, par exemple, quand on a un raisonnement SEO, du coup, il y aura, d'un point de vue champ sémantique, on va avoir tendance à beaucoup plus élargir, etc. Et du coup, là, il y aura vraiment des objectifs de maillage. Ça va être quelque chose qui va être intégré également directement dans une architecture de site de manière beaucoup plus large. Donc, les logiques sont un peu différentes. Ouais. Ok, ça marche. Donc en fait, il faut vraiment bien réfléchir, le construire. C'est une vraie stratégie à part entière, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une vraie stratégie à part entière au niveau des conversions. Après, c'est vrai que moi, du coup, par exemple, sur ma propre agence, j'ai fait zéro pub en fait. Parce que justement, en tant qu'agence SEO, je voulais avoir des résultats uniquement en SEO. Alors, bien évidemment, vu que c'est un secteur qui est, C'est un entre gros guillemets, pari. C'est relativement un très, gros très pari quand même. compétitif. Ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai vraiment travaillé comme un fou dingue pour pouvoir avoir des résultats. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, j'ai pas du tout développé, j'ai aucune campagne publicitaire depuis que j'ai démarré mon site. C'est beau. Après, quand je travaille avec des clients, bien évidemment, alors je leur vends pas de prestations en publicité parce que justement, je fais pas de publicité, mais du coup, je leur recommande pas forcément de faire ce que j'ai fait parce que voilà, ça peut être, voilà, souvent, c'est intéressant d'avoir des complémentarités entre les deux. Ouais. Après, c'est un parti pris intéressant. Enfin, pour le coup, moi qui ai bossé en agence et qui devait développer justement les pages pour améliorer le SEO de l'agence en elle-même. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent les cordonniers qui sont les moins bien chaussés. La Donc, preuve, c'est je suis la preuve. intéressant. Je n'ai pas de landing page, je n'ai pas de site encore, mais je publie tous les jours sur 3 réseaux. Voilà. Ouais. Voilà, après, chacun son approche. Non, Et mais puis, c'est juste encore en une fois, fait le une réseau, ça histoire de marche super temps. bien. Ouais. Moi, Ouais, moi, j'y réfléchis. Voilà, j'essaie juste de savoir vers où je vais aller. Mais après, le problème, c'est que les journées sont pas rallongeables. Donc, il va falloir que je trouve des priorités maintenant. Voilà. Ouais. Bon, voilà, c'était ma petite question, réflexion. Ça marche. D'autres questions, d'autres points à aborder? Il nous reste un peu plus de 5 minutes Oui, pour ceux qui le souhaitent. rapidement, Alexandre, au-delà de la technique SEO, c'est quoi la typo de tes clients? ETI, tout secteur?
Alors, moi, en fait, dans la mesure où je suis à 100% inbound marketing sur les clients qui rentrent, donc moi, à aucun moment, j'ai fait de la prospection pour avoir des clients depuis le démarrage de mon agence. Alors, du coup, ça a des avantages et également, alors, ce pas des inconvénients, mais en fait, parfois, effectivement, j'ai des clients qui ont des typologies diverses et variées, très clairement. Voilà, mais à l'heure actuelle, effectivement, on est plutôt la PME. Quand j'ai démarré, j'étais plutôt sur des indépendants. Puis après, petit à petit, ça a évolué, etc. Et ça a changé au fur et à mesure. Mais voilà, plutôt sur de la PME, oui. D'accord. Qui sont en Et B2C ou en B2B? alors, jusqu'à présent, alors j'ai les deux, mais un peu plus généralement, on est quand même sur du B2B, plus Ok. généralement. Et oui, moi, je pousse beaucoup nos clients B2B à faire du SEO. C'est là où… Ouais, parce qu'en C'est fait, c'est vrai clair. qu'en plus, c'est quelque chose qui est un peu, qui a un peu été, sur lesquels certains, en tout cas professionnels, sont un peu passés à travers au fil du temps. Et je pense que c'est vraiment, il y a un vrai potentiel, il y a un potentiel assez important sur le B2B en SEO en tout cas. Donc du coup, c'est vrai que, puis après, moi, c'est pareil, je suis présent, j'essaie d'être présent également sur LinkedIn, donc c'est quand même très orienté également B2B. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, c'est plutôt, mais j'ai pas de typologie. Moi, là, quand j'ai démarré mon agence, mon client idéal, c'était les avocats. Bon, dans la vraie vie, mon premier client, c'était un voyant. Donc, on est vraiment complètement dans un monde, dans un T'es univers courageux, parallèle. t'es courageux parce qu'expliquer du SEO à des avocats, c'est compliqué. Essaye les notaires, c'est pas mal aussi. Ouais, C'est un donc du autre coup, monde. j'étais parti sur les avocats, mais bon, là, au bout de 2 ans, finalement, il y a quoi? Il y a 2 mois de ça, j'ai signé mon premier avocat, donc là, c'était champagne. Mais du coup, voilà, entre effectivement ce qu'on peut se projeter dans un premier temps et la réalité, il peut y avoir une différence. Mais effectivement, moi, j'ai vraiment des clients qui sont de typologie, la typologie est vraiment diverse et variée. Bon, bravo. Merci. Arnaud, tu veux te présenter puisque tout le monde ne te connaît pas? On a un peu de temps. Oui, rapidement, moi j'ai créé une société qui accompagne les clients sur la performance digitale. Donc le SEO est un des aspects, mais on a construit en particulier une technologie qui se plug sur le site de nos clients et qui permet d'activer du contenu intelligent et donc de maximiser la transformation, tout simplement. On le fait par un procédé d'intelligence artificielle qui segmente un peu le trafic et qui est capable de proposer le contenu adapté. Donc là, on travaille vraiment sur les taux de conversion, mais on essaie de couvrir les 3 phases, la partie acquisition de trafic, donc en proposant des prestations SEO, soit par nous-mêmes, soit avec des partenaires. C'est pour ça que j'étais intéressant de t'écouter, Alexandre. On fait de la publicité aussi, donc la partie conversion, et puis on les accompagne un petit peu sur l'inbound. Et nous, on travaille avec des entreprises, donc on va dire le cran au-dessus, Alexandre, c'est ETI, et puis même des plus grosses entreprises. Et voilà, on est très sollicité sur les problématiques SEO, mais ça reste de l'évangélisation auprès de certains secteurs qui ne comprennent pas ces aspects-là. Et puis il faut des bras, il faut des troupes pour faire ces travaux SEO qui sont qui sont très pénibles. Et tu l'as mis en introduction, c'est bien de le dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'engage sur le SEO, il faut lui dire, écoutez, on s'engage sur un moyen terme. Ça veut dire que moi, Ça ne paye pas toujours, pas tout de suite en tous les cas. si on bosse ensemble, on va bosser ensemble 3 mois, 6 mois. Donc, c'est pas un coup de baguette magique, quoi. Mais c'est pas ce que veulent les clients, en fait, c'est ça le problème. Ils veulent tout de suite, en fait. Donc, oui, mais ceux-là, il faut leur dire, écoutez, allez voir ailleurs, parce que… C'est exactement ça, ouais. C'est d'où Là, l'importance. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai misé sur le contenu, etc. Et le fait de faire de la pédagogie, parce qu'en fait, justement, les clients qui me contactent, du coup, sont des gens, alors même s'ils ne sont pas des experts, ils sont au moins initiés sur des bases. Et ils comprennent, ils ont au moins des fondamentaux là-dessus, ce qui permet justement bien, de parler le même langage dès le départ. Et quelqu'un qui va me dire, je veux des résultats tout de suite, dès maintenant, etc. Je leur dis, faites de la publicité, mais c'est pas en SEO en fait que vous allez trouver votre bonheur. Ça marche pas. On va être coupé, je crois. C'est du focus. Il faut être focus sur du moyen terme. Voilà. Et C'est clair. quand on travaille un sujet de manière consistante… C'est pareil pour tout, c'est pareil pour le business développement, pour tout. C'est pareil pour tout. Eh ben, merci à tous. Merci Alexandre. Merci à vous. Voilà, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt pour les prochains. Voilà. Merci, à très vite. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt.
Au revoir. Au revoir.